Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur cette loi anti-squat qui a été votée le 27 juillet 2023. Nous tenterons de faire le point sur cette loi anti-squat, donc quelques mois après, et surtout sur les procédures vis-à-vis de locataires qui ne voudraient pas quitter les lieux à quelques mois d'un événement qui risque de pousser beaucoup de propriétaires à mettre leur appartement en location, voire même de location courte durée. Nous en parlerons donc dans un instant avec Raphaël Richemont, avocat en droit de l'immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une stratégie d'investissement bien particulière, le thème de la souveraineté européenne. Nous en parlerons avec Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Tikeo Capital qui a lancé un fonds sur le sujet. Et ensuite, mais aussi avec Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un point à nouveau sur les financements d'opérations immobilières complexes, avec notamment le portage immobilier en focus aujourd'hui avec Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié donc à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette loi anti-squat qui a été votée il y a près d'un an, quelques 10 mois, donc 27 juillet 2023, loi anti-squat qui criminalisait notamment les locataires qui restaient dans l'appartement après toutes les procédures en cours, donc les squatteurs. Nous allons tenter de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui avec Raphaël Richemont, avocat en droit de l'immobilier. Bonjour Raphaël Richemont. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc cette loi avait fait beaucoup de bruit à l'époque, cette loi anti-squat. L'idée était j'ai envie de dire, d'égaliser finalement les peines entre locataires qui se maintenaient dans les appartements ou dans les maisons après l'aboutissement des procédures et qui devaient normalement partir, et de faire en sorte que ces peines-là soient équivalentes à celles où les propriétaires faisaient justice eux-mêmes et pouvaient risquer jusqu'à cette loi plus que ceux qui squattaient les appartements. Est-ce que ça a fait bouger les choses pour l'avocat en droit de l'immobilier que vous êtes ? Écoutez, alors absolument pas. Cette loi, de mon point de vue, en tout cas pratique, au niveau des procédures au jour le jour, n'a absolument rien changé. Elle rend même à certains égards, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains points même plus complexes. D'accord. Parce qu'elle pose une certaine insécurité juridique liée notamment à l'absence de dispositions transitoires. Donc on ne sait pas trop si ça s'applique au baux en cours, certaines dispositions. Je ne rentre pas dans le détail, mais elle a plutôt fait du mal que du bien. D'accord. En tout cas, effectivement, il y a deux volets, je dirais grosso modo, Là encore, je schématise, mais il y a le volet pénal où on a voulu effectivement arriver à un équilibre entre les sanctions, entre les squatteurs et les occupants qui se feraient justice eux-mêmes. Et on a voulu aussi criminaliser le locataire qui, en restant dans les lieux, nonobstant l'obtention d'une décision de justice et si vous voulez, l'épuisement de toutes les voies de recours, se maintiendrait dans les lieux et à ce moment-là, il deviendrait un délinquant. Alors, il y a ce volet pénal et puis après, il y a le volet civil où on a raccourci certains délais et ce qui ne change rien. Pourquoi ça change rien ? Parce que les délais n'ont pas été raccourcis finalement ? Alors, les délais ont été raccourcis, mais quand vous passez, par exemple, de 2 mois à 6 semaines pour un commandement de payer, visant une clause résolutoire que vous faites délivrer à votre locataire quand il ne paye pas ses loyers, et que vous avez 1 an d'attente pour avoir une date d'audience, de passer de 2 mois à 6 semaines, si vous voulez, ça ne change rien. Puisque de toute façon, sujet, c'est la date d'audience. Le sujet, c'est la date d'audience. D'accord. Le sujet, c'est la disponibilité du juge, c'est l'accès au juge, et c'est le fait que, alors c'est évidemment disparate, ça dépend des juridictions. Il y a des juridictions qui, heureusement, fonctionnent bien, et où vous avez des dates d'audience assez rapidement, 1 mois, 2 mois, bon, et il y en a où c'est 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, parfois, je suis dans certains cas. 1 an et demi où la situation est bloquée, on ne peut rien faire. Là, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer votre procès. D'accord. Que vous ne pouvez pas accéder, c'est la première audience. C'est-à-dire que derrière, il y a encore la procédure judiciaire pour arriver jusqu'à l'obtention du jugement d'expulsion. Voilà. Et alors, la loi a aussi tenté d'améliorer un dispositif de procédure administrative accélérée qui permet justement d'éviter la case juge. Bien sûr. Mais ce dispositif-là,
certes, il a été amélioré, j'en disconviens pas, mais il n'est ouvert qu'à un cas très restreint, en réalité, qui est le cas de squat pur et dur, où quelqu'un est venu, a cassé la serrure, et donc a commis une voie de fait, une entrée dans les lieux par effraction, et s'est installé. C'est vraiment le squat pur et dur. Et qui n'est finalement pas le cas le plus... Eh ben non. C'est même presque le cas le plus rare, finalement. Le sujet, c'est plus des locataires qui sont entrés légalement dans les lieux. Ce sont soit des locataires qui sont entrés légalement et qui se maintiennent dans les lieux alors qu'une décision a résilié le bail, soit qui se maintiennent dans les lieux alors que vous leur avez délivré congé et qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du congé, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions de relogement, soit quelqu'un à qui vous avez prêté les clés, ou un locataire a filé les clés à quelqu'un d'autre et qui s'est installé à sa place, etc. Il y a en réalité toute une myriade de situations dans lesquelles il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux par effraction et pour autant vous êtes dans une situation d'occupation sans droit ni titre. Et là, du coup, ça n'a rien changé. La disposition administrative rapide n'est pas applicable. Et alors, justement, à quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, on a vu de nombreux articles de presse, voire des personnes, des propriétaires envisager de louer leur appartement ou leur maison sur Airbnb, parfois à des tarifs particulièrement élevés. Quand on fait de la location saisonnière, on est dans un cadre juridique différent de celui où son locataire aurait décidé de se maintenir dans les lieux à la fin de la location traditionnelle ou pas forcément ? Alors pas du tout. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'avoir un locataire Airbnb qui se maintient dans les lieux après la fin de la location saisonnière, de courte durée saisonnière, vous êtes soumis au même dispositif, c'est-à-dire que vous êtes obligé. En plus là, il n'y a pas eu d'entrée dans les lieux par effraction. Vous avez donné les clés à la personne, elle était locataire, et donc il faut saisir le juge. Et vous pouvez en avoir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, si jamais vous tombez sur un locataire de mauvaise foi, un occupant de mauvaise foi qui se maintient dans les lieux. Donc vous n'êtes pas... Donc vous louez votre appartement un week-end, vous pouvez vous retrouver avec 2 ans de procédure. Exactement. Si jamais il y a eu malversation. Ouais, absolument. Non, c'est intéressant, c'est important de l'avoir en tête, effectivement, quand on fait également de la location longue durée. Donc le sujet, si je comprends bien, c'est avant tout les délais de traitement que la loi n'a pas résolus aujourd'hui. C'est ça, c'est les délais d'audiencement, les délais pour obtenir des dates d'audience devant les tribunaux, les délais de renvoi aussi, parce que parfois vous avez une audience et renvoyez la dose après, parce que le locataire ou l'occupant veut prendre un avocat, et parfois vous avez des renvois 6 mois plus tard. C'est normal, ça devrait être 2 semaines, 3 semaines plus tard, ou 1 mois, mais pas 6 mois. Donc là, il y a un problème au niveau des... Et puis après, il y a un deuxième problème, c'est au moment de l'obtention du concours de la force publique. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez votre jugement d'expulsion, il faut aller voir l'État, parce que vous ne pouvez pas vous l'exécuter vous-même. L'État a le monopole de la force publique. Donc vous devez aller voir l'État qui doit vous l'accorder, ce concours. Et ça, malheureusement, il y a des dossiers où ça fait 3 ans que j'attends. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Rien. Alors rien, non. Donc il faut maintenir la pression sur l'État. Et le seul moyen que le propriétaire dispose, c'est de faire condamner l'État à lui verser des indemnités d'occupation. Donc un deuxième procès ? Alors un deuxième procès qui, en principe, est quand même plus simple parce que l'État sait qu'il va être condamné. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle un recours gracieux où l'État accepte de négocier avec vous et de vous indemniser sans passer par le juge. Mais c'est quand même des procédures supplémentaires. Mais effectivement, ça permet généralement de remettre votre dossier au-dessus de la pile parce que l'État, personne n'aime payer, l'État n'aime pas payer et l'État, vous pouvez le faire condamner à payer une indemnité d'occupation. Si jamais au montant, la valeur locative, au montant du loyer lorsque l'on n'a pas le concours de la force publique. Lorsqu'on n'a pas le concours de la force publique, exactement. Merci beaucoup, Raphaël Richemont, de vous être prêté à l'exercice de nous synthétiser un petit peu effectivement la situation dans laquelle se trouvent effectivement un certain nombre de propriétaires suite à cette nouvelle loi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'immobilier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons regarder précisément ensemble comment investir sur une thématique en particulier, la thématique de la souveraineté européenne, ce qui va évidemment nous amener à nous demander ce que l'on met dans la définition de la souveraineté européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine 2 experts du sujet. Tout d'abord, Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Je ne sais pas si je suis un expert, mais on aura des trucs à dire. Espérons en tout cas. Bienvenue Cédric Marc. Vous êtes gérant de Patrimonio Finance et nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Raphaël Thuin. Bonjour Raphaël Thuin. Vous êtes directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Tikeo Capital qui a justement lancé un fonds sur la thématique de la souveraineté européenne. Vous allez nous en parler dans un instant. Cédric Marc, on va peut-être commencer avec vous. Quand on parle de souveraineté européenne, qu'est-ce que ça évoque
gestionnaire de patrimoine. La souveraineté européenne, c'est prendre des décisions pour soi-même afin de préserver et développer sa propre identité. D'accord. D'ailleurs, et ce que disait dans le discours de la Sorbonne le président Macron il y a quelque temps, qui était un moment clé d'ailleurs, il disait qu'il vaut mieux essayer de réfléchir aux moyens de fixer des règles plutôt que de les subir. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de souveraineté européenne ? Parce qu'en fait, on change d'ère. On a une ère passée où on achetait son hydrocarbure et ses engrais en Russie, on faisait produire en Chine et puis on déléguait sa sécurité, sa protection aux États-Unis. Et bien cette ère, elle est révolue. Et effectivement, avec ce qui s'est passé depuis 2022, il y a une prise de conscience très pointue sur le fait qu'il faut dorénavant que ça passe. Il faut qu'on prenne possession de notre souveraineté personnelle et européenne. Donc faire un pas en arrière finalement sur les sujets de mondialisation, c'est ça que ça veut dire la souveraineté européenne ? En fait, c'est faire revenir en France un certain nombre d'industries, parce que là, vous nous avez parlé autant de la défense que de l'agricole, que du transport, quelque part. Exactement. Des énergies, même. Oui. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé depuis 2022, il y a eu beaucoup d'éléments, factuels. On a eu, pour tenter de répondre à votre question, c'est qu'on a d'abord eu Repower EU, c'est-à-dire que juste après l'invasion de l'Ukraine, en disant voilà, quels sont les moyens pour essayer de trouver des solutions très concrètes et très drastiques sur le fait de diminuer notre dépendance à l'hydrocarbure russe. Après, on a eu, je dirais, un traité industriel sur la stratégie d'armement en Europe. C'était en mars 22, qui a dit dorénavant, à partir de 2030, il faut que l'on consomme européen. C'est-à-dire avec des chiffres de 40% à partir de 2030, 60% à partir de 2035. Il faut que toutes nos dépenses, elles soient faites dans ces proportions-là au niveau européen. Et puis il y a surtout un élément, moi, qui m'a marqué à l'époque et que je me permets bien volontiers de repartager, c'est le discours sur l'état de l'Union en septembre 2022, lorsque Ursula von der Leyen, elle fait un état de l'Union. Et elle dit... On va mettre en place des projets de manière à essayer de développer des projets industriels dans l'hydrogène, dans les batteries, dans la protection des semi-conducteurs, etc. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est pas des vains mots. On a les fameux projets d'intérêt, les projets importants d'intérêt européen commun. Donc, tout est dit dans ce nom-là. Qu'est-ce qu'on a ? On a la mise en place sur l'hydrogène de la Banque de l'hydrogène. On a la mise en place du CHIPS Act sur les semi-conducteurs. On a eu un traité récemment sur le fait que les matières premières critiques, comment est-ce qu'on assure notre approvisionnement et la durabilité là-dessus. Et puis, tout dernièrement, on en a parlé d'ailleurs on en a parlé très récemment à la radio sur le fait de créer des gigafactories de batteries. Bien sûr, oui. Et c'est demain, on a dit qu'en 2025, il faut que 70% de la demande, elle soit satisfaite par des productions européennes, et puis à hauteur de 90% en 2030. Donc bravo à l'Europe. Alors ça c'est, j'ai envie de dire, une introduction un peu générale sur le terme de la souveraineté européenne. Si ça doit se traduire en investissement, Raphaël Thuin, donc Tikehau Capital a créé un fonds sur le sujet de la souveraineté européenne. Avant que vous nous expliquiez un petit peu comment on le gère, ce fonds, quelle est l'origine de la volonté de créer un fonds sur la souveraineté européenne ? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des fonds quand même sur la souveraineté européenne. Il n'y en a pas beaucoup et effectivement, Cédric en a bien parlé, c'est effectivement cette prise de conscience qu'aujourd'hui l'Europe est fébrile, elle est fragile, elle dépend de grands acteurs internationaux autour de secteurs stratégiques, et ces grands acteurs internationaux ne sont pas toujours très amicaux à son égard, et aujourd'hui elle a décidé de se re-outiller, de se réarmer au sens propre et au sens figuré pour faire face à davantage, encore une fois, de résilience, d'autonomie, des mots-clés dans ce concept de souveraineté. Donc c'est vraiment, selon nous, et ça va être le mot-clé du fond de cette stratégie, une méga-tendance qui est en train de se créer. Et on sait que pour l'investisseur, les méga-tendances, en particulier lorsqu'on investit au début, lorsqu'on les anticipe, elles sont source de performance sur le long terme, elles sont source de rendement. Donc voilà, on voulait chez Tikehau essayer de se positionner sur cette idée de méga-tendance, sachant que c'est pour nous une zone de chalandise qu'on va dire qu'on connaît bien, la souveraineté. Vous
savez, nous, on investit beaucoup en Europe. Plus de 90% de ce qu'on fait, c'est d'investir en Europe chez les petites et moyennes entreprises. Bien sûr. On a des fonds thématiques en dette privée sur le PI, avec par exemple la cybersécurité, la transition énergétique. Et donc ce concept de souveraineté résonne beaucoup chez nous. Il manquait probablement un instrument pour le faire sur les actions listées. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce fonds. Mais alors, comment est-ce qu'on dresse les contours de ce qu'on définit comme souveraineté européenne quand ça doit se traduire par des investissements via un fonds d'investissement ? Alors, on avait défini 7 grandes verticales. Je ne vais pas vous les lister, je vais vous les épargner, mais je peux vous en citer quelques-unes qui sont emblématiques. On va évidemment parler de la défense, ça revient dans toutes les bouches. Aujourd'hui, l'Europe a décidé de se réarmer, de réinvestir dans sa défense nationale. Aujourd'hui, elle dépense environ 1,3% de son PIB. Elle s'est engagée à faire 2%. Elle veut aller bien au-delà. Et on a des grands champions nationaux qui doivent pouvoir bénéficier en Europe de ces mannes, de ces grands déploiements de capitaux. Je vais vous donner une statistique qui est assez parlante et qui en dit long sur la fébrilité et l'état de dépendance dans lequel on est. On a une très belle industrie de la défense en Europe. On a des grands champions. 80% de nos dépenses militaires d'équipement sont passés auprès d'entreprises non européennes. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a cette prise de conscience qu'il faut que nos grands acteurs nationaux puissent contribuer à l'essor de cette défense européenne. Donc en Europe, on va parler évidemment de Rheinmetall en Allemagne, qui est évidemment un champion de la chose. En France, on est aussi bien outillé avec Dassault Aviation par exemple, Thales. Voilà des exemples autour de la défense. Ces entreprises devront pouvoir bénéficier de ces grands investissements publics autour de la défense. La pharma est un autre exemple. Je vais vous donner le même genre de statistiques. D'accord. La pharmacie, ça rentre dans la souveraineté européenne. Oui, et en lien peut-être avec la crise Covid et la recherche de médicaments qu'on n'avait pas à un moment, voire de vaccins, voire de masques ou autre. Tout à fait. Et Cédric disait à raison que depuis 2022, ce concept de souveraineté revenait dans toutes les bouches. Mais peut-être qu'on peut même aller au-delà. Regardez le Covid 2020, regardez les années Trump. Ça fait maintenant une décennie qu'on mijote, qu'on ressasse cette idée de fébrilité, de fragilité. D'accord. Donc la pharma, évidemment, aujourd'hui, 80% des molécules pharmaceutiques qu'on utilise pour fabriquer nos médicaments viennent d'ailleurs, de Chine en particulier. Et lorsqu'il faut fabriquer du Doliprane en 2020, on se retrouve un petit peu en difficulté. Donc, en pharma, on a des grands champions. Novo Nordisk au Danemark est une entreprise exceptionnelle. Mais plus près de chez nous, bioMérieux en France sur les diagnostics, Sartorius sur l'équipement médical en Allemagne. Tout ça, ce sont des très belles signatures européennes, de très bonne qualité, sur lesquelles on doit pouvoir voir de la performance sur le long terme autour de ce déploiement de capitaux. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer, il y a évidemment les infrastructures. Non, mais peut-être sélectionner, j'imagine qu'il y a de nombreuses thématiques, de nombreux secteurs. Un des secteurs qui serait le moins évident, mais que Tikehau Capital fait quand même rentrer dans le sujet de la souveraineté européenne. C'est vrai la défense, on y pense, évidemment. La souveraineté, effectivement, agricole, on y pense aussi. Est-ce que jusqu'où ça va, la souveraineté européenne ? Alors, très bonne question. On veut être très pur dans l'approche de cette thématique, à savoir qu'il faut savoir sélectionner des entreprises qui seront susceptibles de bénéficier de ces grands plans lorsqu'ils seront déployés. D'accord. Mais d'un autre côté, effectivement, il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui pourrait ruisseler à travers ce concept de souveraineté et faire bénéficier certains secteurs ? Je parlais d'infra. Dans l'infra, on va parler évidemment, par exemple, de l'infra énergétique. On va parler aussi de l'infrastructure financière. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui autour d'une place financière européenne. Bien sûr, l'union des marchés de capitaux, bien sûr, oui. Absolument. Ça pourrait rentrer dans une thématique de souveraineté européenne. Tout à fait. D'accord. Et vous regardez par exemple une entreprise comme Deutsche Börse et d'autres, on doit pouvoir voir autour de ces grandes places financières européennes une consolidation et ces grands acteurs devraient pouvoir bénéficier de ces plans-là. Donc on est effectivement sur toute une série de thématiques qui, lorsque ces grands plans seront mis à contribution, seront des bénéficiaires. Une dernière qui est un petit peu contre-intuitive en Europe, mais qui pourtant est réelle, c'est la technologie. D'accord. Nous ne sommes pas des champions de la technologie en Europe quand on se compare aux États-Unis. On a en revanche de très belles entreprises. Vous prenez les puces, les semi-conducteurs, qui sont aujourd'hui d'une importance stratégique. C'est, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, l'objectif numéro 1 en termes d'indépendance industrielle. On a la plus belle entreprise du secteur lorsqu'on regarde le concept de lithographie, à savoir l'impression de cette silicone pour les transformer en semi-conducteurs. Une entreprise qui a une quasi-monopolie, c'est ASML aux Pays-Bas.
qui fabrique donc ces semi-conducteurs et qui est aujourd'hui une entreprise magnifique, disponible en Europe à des niveaux de valorisation qui restent raisonnables lorsqu'on les compare à leurs équivalents américains. Quand on voit des grands noms de la cote française se poser la question d'aller se coter à Wall Street, est-ce que ça fait réfléchir encore plus à l'idée de souveraineté européenne? Peut-être Raphaël Thuin puis Cédric Marc, rapidement. Oui, on parlait de cette consolidation de la place financière. On est exactement dans le sujet. Aujourd'hui, voir Total Energy quitter la place parisienne serait un souci de souveraineté. Aujourd'hui, c'est un champion français qui a une importance stratégique pour notre indépendance énergétique et notre indépendance économique. Et donc, on veut que les capitaux qui la financent restent français, restent européens. Donc, on est vraiment dans ce concept. Et c'est ce genre d'histoire, ce genre de réflexion, ce genre d'annonce qui va faire accélérer la souveraineté et, on l'espère aussi, permettre de la performance à travers ce fonds. Cédric Marc, 2 questions pour vous. La première, effectivement, il y a le sujet investissement pour les entreprises. Et puis, il y a le sujet adhésion des épargnants, de ceux qui sont dans votre bureau, à aller sur ce type de méga tendance où il va falloir faire de la pédagogie quelque part? Alors, sur la partie méga tendance, moi ça fait de nombreuses années, j'achète peu de fonds actions internationaux, mais une multitude de fonds thématiques. Et je trouve que ce que vous présentez, Raphaël, est très intéressant parce que ça va nous permettre de pouvoir condenser des investissements sur des personnes qui n'ont peut-être pas la volumétrie nécessaire pour faire une multitude de stratégies, actions différentes. Exemple, pour trouver, moi j'ai voulu acheter des valeurs, trouver des fonds liés à l'armement il y a quelques mois de ça, j'en ai pas trouvé. Les ETF, difficile à trouver et à faire référencer dans des contrats classiques de contrats d'assurance vie, on oublie, d'autant plus que c'est à tout le moins pas ESG, voilà. Donc je trouve qu'une solution de ce type, c'est une très bonne solution. L'adhésion, en fait, tout dépend lorsque c'est argumenté et la relation que vous entretenez avec vos clients. Donc moi je pense que si c'est expliqué, justifié, et puis, à force d'en parler, la population est sensible. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé, en 2017 à la Sorbonne, lorsque le président Macron a fait son fameux discours sur la souveraineté. On se disait, mais de quoi nous parle-t-il? Lorsqu'il nous a dit, il y a quelques années, l'OTAN est en mort cérébrale, on se dit, non mais il nous pousse. On s'est dit, il y va un peu fort. Ouais. Et lorsqu'il nous dit peut-être qu'on enverra des hommes là-dessus, c'est aussi probablement pour préparer, l'opinion à ceci. Tout comme lorsque Monsieur Pouyanné de Total dit, on va partir aux US, c'est peut-être effectivement pour faire bouger les lignes. Et autant de rappels quelque part au sujet de la souveraineté européenne, si je comprends bien. C'est évident. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Cédric Marc, gérant de Patrimonio Finance. Merci, Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, l'œil du CGP avec un focus particulier sur le portage immobilier dans notre série sur le financement d'opérations immobilières complexes avec Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé donc chez Ambre Patrimoine. Vous nous avez déjà adressé lors d'un premier passage un certain nombre de types de financements complexes immobiliers qui peuvent exister. Aujourd'hui, un focus, le portage immobilier. De quoi parle-t-on ? Alors, portage immobilier, le plus simple, il m'a semblé, c'était de l'illustrer par un exemple. D'accord. Il y a quelques temps, j'ai un client qui détient une concession automobile qui avait besoin de fonds pour son activité professionnelle. L'activité de concession automobile est une activité qui consomme énormément de cash, puisque tout le monde ne le sait pas, mais les véhicules d'occasion sont là où les concessions margent. Les véhicules neufs sont plus des produits d'appel, mais avec très peu de marge réalisée. Sauf que pour la concession, ça nécessite énormément de cash. Mais comme c'est une activité dans laquelle les banques n'ont plus forcément confiance, c'est très difficile d'avoir de la trésorerie. Et quand une banque abandonne ce marché-là, les concessions derrière se retrouvent à sec. D'accord. Et donc c'est exactement ce qui est arrivé à ce client-là. Concession qui existe depuis 50 ans, mais avec son besoin de cash. Elle était propriétaire des murs de la concession, qui étaient détenus dans la société d'exploitation. Et la banque, même avec un crédit en prenant comme garantie les murs, ne souhaitait pas intervenir. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on a besoin de financement et qu'on ne peut pas se tourner vers la banque ? Justement, des opérations de portage immobilier. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, on a fait appel à un investisseur extérieur,
une foncière tout simplement, qui a été en capacité de racheter les murs temporairement de la concession. Donc comment est-ce que ça se construit exactement ? On va commencer par faire expertiser la valorisation exacte des murs, dans le cas présent aux environs de 3 millions, et on va avoir l'investisseur qui va les racheter à moitié prix. Donc un investissement, 1,5 million, le vendeur n'est plus propriétaire, devient locataire de son bien, mais a son million de cash dont il a besoin pour la pérennité de son activité. Mais il a vendu à moitié prix. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose de perdu, c'est juste pour acheter de la trésorerie. D'accord. Parce qu'en même temps que l'acte de vente, on va signer une promesse de rachat 3 ans plus tard, au prix où ça a été vendu, plus l'ensemble des frais. Donc les frais de notaire et les frais d'ingénierie sur cette opération. Ce qui pourrait correspondre finalement aux intérêts qu'on aurait eu si on avait contracté un emprunt auprès d'une banque, par exemple. Tout à fait, ou comme on devient locataire, on va payer un loyer à un tarif normal. D'accord, je comprends. Mais maintenant, côté investisseur, quel est l'intérêt de ce type d'opération ? Certes, on n'a pas de risque sur son opération, puisqu'on achète son bien à moitié prix, on a son locataire qui paye un loyer. Mais il paye un loyer normal sur un bien qui a été acheté à moitié prix. Donc pour lui, ça double sa rentabilité. Bien sûr. Sur un actif professionnel, on est sur des rentabilités de l'ordre de 6-7%. Donc là, on arrive sur une rentabilité de 6 à 14%. D'accord. Et c'est là que l'investisseur tire la totalité de sa rentabilité. Donc on achète à moitié prix, on touche un loyer et on a la certitude de revendre quelques années, enfin au moment où le contrat a prévu qu'on allait revendre là dans ce cas la concession automobile. C'est exactement ça. D'accord. 3 ans plus tard, si la situation s'améliorait, la concession va pouvoir racheter les murs. Et si jamais elle rencontre des difficultés et qu'elle n'arrive pas à racheter par elle-même parce que la banque ne la suivrait toujours pas, elle a la possibilité de vendre à un tiers sans aucun problème. Et dans ce cas-là, l'investisseur se voit rembourser les fonds et le delta entre le moitié prix et le prix réel de vente revient au porteur initial. Parce que j'allais justement vous demander où est le risque. On a quand même l'habitude de voir un couple rendement-risque qui existe partout. Le risque, c'est quoi ? C'est le risque de défaut de l'activité pour celui qui avait besoin de trésorerie ? Oui, c'est un risque, mais c'est un risque entre guillemets qui est temporaire, parce que le risque n'est pas total. On a le bien immobilier, donc on a un problème de temps, le temps que l'activité périclite, qu'elle passe en liquidation judiciaire, que l'activité doive partir, et on récupère son bien. Mais à ce moment-là, ce temps est compensé par la différence entre le prix parce qu'on a acheté à 50% et celui où on l'a revendu. Mais là, dans 99% du temps, ces opérations se finissent bien, soit l'activité a suffisamment performé pour racheter, soit on a acheté le temps nécessaire pour pouvoir vendre sereinement le bien et conserver la différence. Merci beaucoup Sébastien Delade de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci Nicolas.